Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues, cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux, et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Un cas spécifique de douleur, c'est les douleurs pédiatriques, donc les douleurs chez les enfants. Et autant, moi, c'est quelque chose dans lequel je ne suis pas du tout formé. J'ai beaucoup de mal à aider les enfants qui ont des douleurs qui persistent. Autant Lucia, par son expérience, par son parcours, entre autres avec sa fille, elle s'y connaît beaucoup, beaucoup plus. Donc, ça va être chouette de l'entendre parler de cette partie-là sur les douleurs pédiatriques. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, oui, c'est vraiment que c'est un sujet qui me touche personnellement de près parce que j'ai ma fille qui souffre d'allorodystrophie, des syndromes douloureux régional chroniques. Donc, et voilà. Donc, je suis vraiment très sensible à ces sujets-là. Donc, au niveau personnel et aussi professionnel, j'ai quand même des patients qui sont des enfants ou des adolescents. Et en plus, voilà, on va voir, il y a quand même une prévalence de la douleur chronique chez cette population-là qui est énorme, non, et très sous-estimée et méconnue. Donc, si on parle de la douleur aiguë, donc on connaît tous, hein, les enfants, ils se font mal, ils se tapent, ils se cognent, ils tombent, ils sont en constante ils sont en relation avec la douleur. Donc, la prévalence de la douleur aiguë chez les petits d'âge préscolaire est très, très élevée. Donc, on parle d'un événement douloureux à chaque 3 heures d'éveil, ce qui est immense. Oui, Incroyable. est immense. Oui, et justement, ces douleurs, ces expériences douloureuses représentent des opportunités idéales pour réguler des émotions, non? Des pleurs, des cris, des moments de frustration. Donc, c'est des moments importants dans la vie d'une personne pour réguler ces émotions. Après, on peut voir que même si les filles et les garçons sont tout aussi susceptibles de se faire mal et de ressentir des douleurs, il existe des différences entre les sexes. Donc, les filles, par exemple, ils vont présenter une détresse plus visible, ils vont pleurer davantage, voilà, ça va être plus dramatique. Les garçons expriment beaucoup plus de colère et ils vont avoir moins de comportements protecteurs face à la douleur. Moi, je pense ça serait très important d'apprendre depuis la petite enfance à gérer la douleur. Grâce aux techniques de gestion des douleurs, ça me paraît quelque chose qui pourrait être très, très intéressant et important à apprendre dès la plus tendre enfance. Et après, les recherches sont peu nombreuses parce qu'il y a quand même des barrières méthodologiques. On ne peut pas se mettre à faire mal aux enfants pour pouvoir faire des études sur la douleur aiguë chez les enfants. Et voilà, donc c'est assez limité comme étude. Et après, il y a quand même la prévalence de la douleur aiguë chez les enfants en âge scolaire est aussi très élevée. Il y a les 96% des enfants qui ressentent une douleur aiguë au cours du dernier mois, qui ont ressenti une douleur, donc c'est énorme. Donc presque la totalité des enfants ont ressenti une douleur aiguë à un moment donné au cours des derniers mois. Et la céphalée est la douleur aiguë la plus fréquente, à 78%.
Incroyable. C'est incroyable, c'est vrai. On est exposé à se faire mal et à la douleur constamment, en fait. Ouais, donc, Et ouais. beaucoup plus les Après, enfants que les adultes. En fait, les adultes sont ont moins fréquemment des expériences de douleur aiguë, en tout cas, ouais, que tout à les fait. enfants. Parce que les enfants sont en Tout à permanence en train fait. de jouer, de se cogner, Des bouger, voilà. Ils prennent beaucoup plus de risques physiques Ouais, dans leur vie et quand ils sont avec les petits camarades à l'école ou à la maison, ils vont s'exposer plus à ce type de situation, non? Ils vont se faire mal, oui, tout à fait. Et après, on peut parler de la prévalence de la douleur chronique qui est assez incroyable. Donc, chez les enfants, elle est beaucoup plus élevée que ce que l'on imagine, comme je disais. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la douleur chronique affecte un quart à un tiers des enfants au monde, ce qui est incroyable. Donc, c'est la un fait quart jusqu'au à un 30, tiers. ouais, un tiers. C'est la fait jusqu'au Wow. 30% des enfants dans le monde qui souffrent des douleurs chroniques. 3 enfants sur 10 souffrent des douleurs chroniques au monde. C'est C'est fou. incroyable. C'est fou, C'est hein? fou. Ouais. Et environ un enfant sur 20 présente des niveaux modérés élevés d'incapacité liés à la douleur, ce qui est énorme. Mm. Elle est beaucoup plus prévalente chez les filles, la douleur chronique. Et la prévalence de la douleur chronique augmente par des enfants qui souffrent des douleurs chroniques dans l'enfance. On souffre à l'adolescence. Mm. Et il faut quand même qu'on soit un peu sensible à cet âge aussi, non, de l'adolescence, où il se passe énormément de choses. Ce n'est pas l'âge le plus facile pour les gens. Et quand on rajoute non, de la douleur chronique, bah, c'est quand même très compliqué. Donc, il faut voilà, apprendre à aider non, les enfants et les Mm. adolescentes qui souffrent de douleurs chroniques parce que ça a beaucoup d'impact sur la vie et ça peut avoir beaucoup d'implications futures. Après aussi, l'expérience avec la douleur à l'enfance, comme on a vu, ça a une tendance à continuer à l'adolescence, mais aussi ça a une tendance à persister à l'âge adulte. Comment on mesure la douleur chez les enfants? C'est pas toujours évident. C'est déjà une discipline assez récente, l'étude de la douleur chez les enfants. Évaluer la douleur, c'est un défi, hein, parce que voilà, les enfants, c'est petit, c'est pas toujours facile de leur, même objectivement, voir s'ils sont mal ou pas. C'est très difficile pour eux aussi d'exprimer si ça leur fait mal ou combien ça leur fait mal ou ça leur fait mal ou comment elle est la douleur ou c'est juste beaucoup d'anxiété ou d'autres choses qui rentrent en jeu dans cette situation de souffrance. Donc, c'est quand même compliqué. Mais bon, on peut faire de l'auto-évaluation. Donc, on leur demande s'ils sont mal. Et après, on peut leur dire, c'est compliqué aussi parce que quand ils sont très petits, de leur dire à des 0 à 10 sur ces échelles évaluatives sont trop compliquées parce que des fois, c'est très abstrait. Ils ne comprennent pas entre 0 et 10, 10 beaucoup, 0 peu. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, on leur demande s'ils sont mal ou pas mal. Il y a aussi des outils de comportement et d'observation. Pardon. On va observer par des grimaces, par des gestes, les possibles douleurs. Et après, il y a des indicateurs physiologiques comme par exemple les rythmes cardiaques ou la sudoration. Mais ces indices-là peuvent être aussi affectés par le stress, l'anxiété. Et donc, c'est un défi vraiment de savoir ce qui est dû à la douleur ou au stress ou à l'anxiété. Voilà, donc, ce n'est pas évident d'évaluer la douleur chez les petits. La douleur pédiatrique a un vrai impact dans la vie de ces enfants-là. Donc, les niveaux d'interférence de la douleur dans la vie quotidienne des enfants et des adolescents est vraiment élevé. Ils vont annuler des activités, ils vont annuler des plans avec des amis, ils ne vont pas pouvoir aller à l'école, ils ne vont pas pouvoir faire les sports qu'ils aiment. Ils vont avoir cette incertitude, est-ce que ça va être leur avenir? Et cette incertitude-là, justement, cause beaucoup de détresse. Ils ne savent pas pourquoi déjà ça leur arrive à eux. Et ils ne savent pas non plus ce qu'ils vont devenir. Et voilà, ces questionnements, c'est compliqué, ça cause énormément de souffrance. Douleur plus détresse plus incertitude, c'est vraiment un cocktail assez explosif. Donc finalement, on voit que le problème n'est pas
qu'est la douleur, seulement la douleur. C'est un problème très complexe avec de la détresse, avec beaucoup d'incertitudes, de la fatigue, un sommeil altéré, un fonctionnement scolaire, physique et social inférieur et perturbé, des symptômes plus dépressifs et anxieux, une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi, des niveaux élevés de stress parental et d'anxiété et de dépression chez les parents, des problèmes conjugaux et des restrictions sur les fonctionnements parentaux. Donc, c'est vraiment un problème, la douleur, qui provoque énormément des problèmes. Non, ça devient vraiment difficile. En vue de toutes ces difficultés associées à la douleur chronique, il faut qu'on se demande si la douleur est finalement les principaux problèmes. Non, en tout cas, ce n'est pas les seuls problèmes. Donc, c'est vraiment un problème beaucoup plus global qu'il faut vraiment tenir compte. Chez les enfants et chez les adolescents, il y a toujours ces défis de développement, et quand on parle surtout de la douleur persistante, parce qu'on va rajouter les défis des croissances, des développements avec les différentes étapes de l'enfance et de l'adolescence qui vont nécessiter d'une adaptation particulière aux limites que la maladie impose. Donc, ça, il faut vraiment tenir compte de ces changements dans les développements. Ça va être aussi un défi supplémentaire pendant l'adolescence. Les risques, la liberté, l'indépendance et l'acceptation par les pairs sont vraiment cruciaux. Et les pairs sont vraiment très importants à cette époque-là. Et il peut y avoir des perturbations justement de ces relations avec les pairs en raison de la douleur chronique. Il y a les amis qui vont peut-être pas comprendre qu'on doit dire non à des activités, qu'on doit dire non, on doit refuser les propositions, qui vont pas comprendre qu'on ne veut pas jouer au foot pendant les récréations, ou qu'on ne veut pas faire de la danse avec eux ou sortir en boîte. Donc, c'est vraiment compliqué de gérer cette situation avec les pairs. On voit que les parents jouent un rôle moins important pendant l'adolescence dans la gestion de la douleur, et que c'est les pères vraiment qui jouent un rôle beaucoup plus important. Non, ils ont beaucoup plus d'importance, les amis, que les parents au moment de l'adolescence. Et il est vraiment très important de continuer à explorer comment nous pouvons impliquer ces défis de développement dans la gestion de la douleur. Quand on parle des interventions pour la gestion de la douleur chronique chez les enfants, on va parler souvent des interventions au niveau du comportement. La douleur représente toujours une menace, non? Et les gens deviennent très prudents afin d'éviter. Quand on ressent de la douleur, on va éviter de faire des choses pour ne pas avoir cette douleur-là. Donc, les enfants et les adolescentes, même les adultes, ils vont commencer à restreindre leurs activités comme stratégie pour gérer cette douleur. Et même si la douleur augmente, parce que même si on arrête de faire des choses, la douleur aussi, elle ne disparaît pas. Et ça va tourner donc dans un cercle vicieux. Plus ils restreignent leurs activités afin d'éviter la douleur, plus ils augmentent les problèmes, parce qu'il y a d'autres problèmes qui se rajoutent, non, au niveau d'isolement social, au niveau d'absence à l'école. Donc, il y a les problèmes qui grandissent dans tous les sens. Donc, restreindre les activités se traduit en moins de temps investi dans des activités significatives et valorisées, alors que le niveau de douleur est le même, malgré les restrictions. Et il devient de plus en plus difficile de faire différemment, puisqu'on a déjà cette routine et ces habitudes, non, à faire comme on fait. Et puisque la même stratégie est utilisée, le répertoire comportemental devient de plus en plus étroit et de moins en moins flexible. On se limite à très peu de choses, à très peu de comportements pour éviter justement de ne pas avoir mal. Donc, l'objectif principal n'est pas nécessairement de réduire la douleur, mais ça va être de les aider à aborder la douleur d'une manière qui leur permette d'aller de l'avant, en favorisant la résilience et en facilitant l'engagement dans des comportements et des situations valorisées, qui ont vraiment de la valeur pour eux. Pour arriver à cet objectif-là, on peut proposer des interventions basées sur l'exposition. Donc, les objectifs vont être de promouvoir la résilience à la douleur et à la détresse, faciliter l'engagement dans des comportements et des situations valorisées et accéder à des nouveaux et puissants renforcements, donc des valeurs. Les valeurs vont être des vrais renforcements.
Ça va leur permettre aussi d'offrir des opportunités d'apprentissage, des nouvelles opportunités d'apprentissage, des nouveaux apprentissages. Ça va renforcer des compétences et augmenter la confiance et l'auto-efficacité. Ils vont permettre aussi d'accroître les contrôles sur les actions en choisissant activement des stratégies d'engagement dans les valeurs et les objectifs plutôt que dans la fuite et l'évitement des risques. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Ça va être vraiment les engager dans des activités qui ont vraiment de la valeur à la place de continuer à perpétuer cet évitement des activités. Voilà. Donc, les traitements psychologiques semblent aussi efficaces et sont vraiment très conseillés. Ils sont efficaces pour réduire les handicaps liés à la douleur chez les enfants et les adolescents avec des pathologies douloureuses chroniques mélangées. Et il y a plusieurs types de traitements psychologiques qui ont été étudiés et qui ont voit l'efficacité. Donc, on peut parler de la thérapie ACT, comme on avait parlé tout à l'heure. Les thérapies cognitives comportementales ont de bons résultats avec les enfants. Et ces thérapies-là peuvent être dispensées en face à face, à distance, ou on peut faire aussi une combinaison des deux, en fait. Dans tous les cas, il est important l'approche interdisciplinaire qui associe la réhabilitation, la médecine intégrative, la psychologie, la normalisation de la présence scolaire quotidienne, les sports, donc l'activité physique, la vie sociale, les sommeils. Donc, tout doit être pris en compte, non, pour arriver à gérer la douleur. Et un élément vraiment très important, en plus moi je parle en connaissance des causes, c'est les rôles des parents. Les rôles que les parents ont, non, dans la gestion de la douleur chez les enfants et les rôles et l'impact, non, sur cette douleur. Quand on a un enfant qui souffre de douleur chronique, la vie elle est basculée, hein, notre famille elle est complètement déstabilisée et voilà, toute la vie se centre maintenant sur l'enfant qui est douloureux et comment faire pour qu'il n'ait pas mal en fait. Et en essayant de l'aider, on peut aussi accroître les problèmes en fait. Donc c'est vraiment important de tenir compte de cet impact des parents qui, en essayant de faire du bien, on peut faire plus de mal. Les enfants dépendent énormément des parents, évidemment, et les réponses des parents sont d'une importance vraiment cruciale. Cette détresse des parents influence les comportements des parents en montrant plus de protection et de surveillance, ce qui est complètement naturel. Mais ces comportements de surveillance et de protection peut être critique pour le fonctionnement, non, des enfants. Il y a des comportements de protection. Donc, par exemple, on va réconforter, on va rassurer, on va arrêter l'engagement dans des activités. On va leur dire, bon, si ça te fait mal, tu vas pas à l'école. Si ça te fait mal, tu ne fais pas ça. Si ça te fait mal, je vais te sécher les cheveux ou je vais t'aider à t'habiller. Voilà, il y a tous ces comportements de protection pour essayer d'éviter que l'enfant souffre. Et après, il y a d'autres comportements qui vont favoriser l'adaptation à travers de l'humour, à travers la distraction, par exemple, et qui vont aider l'enfant à pas avoir mal, mais justement en favorisant les comportements adaptatifs. Après, les études montrent que les comportements protecteurs entraînent plus des douleurs, en fait. Et dans la douleur aiguë, par exemple, il y a plus de douleurs chez l'enfant et plus de détresse. Donc, tous ces comportements de protection, OK, ne fais pas ça, oh mon chéri, tu t'es fait vraiment mal, repose-toi, reste tranquille, ou je vais venir t'aider avec ça, ou voilà, tous ces comportements, ils vont augmenter la détresse. Donc, les enfants vont ressentir beaucoup plus de douleurs. Et dans la douleur chronique, ils vont entraîner plus de comportements douloureux, plus de handicaps fonctionnels et plus de recours aux soins.
L'idéal est un équilibre entre les comportements adaptatifs et les comportements protecteurs. Mais nous avons besoin de plus d'études pour comprendre aussi comment les comportements des parents impactent, non, sur la douleur de leur enfant. Après, un autre élément qui rejoint vraiment ces comportements des enfants, ça va être les pensées catastrophiques des parents, donc qui ont une importance aussi cruciale dans la douleur de leur enfant. Et ils vont augmenter la concentration sur la douleur. C'est vraiment, dès que l'enfant dit bon, j'ai mal, on commence à penser que le pire arrive, que ça va être, la journée va être foutue, qu'on ne va pas s'en sortir. On va commencer à penser, à paniquer, à dramatiser non-stop. Et ces comportements-là et ces pensées-là, ils sont quand même un effet très négatif parce qu'ils vont quand même se centrer sur la douleur. Ils vont vraiment, ils ne permettent pas de porter leur attention à une autre chose qu'à la douleur. Et ces croyances aussi, ces pensées catastrophiques vont exagérer la valeur de la menace, de l'expérience de la douleur de l'enfant, et vont permettre de faire une évaluation très négative de leur capacité à gérer la douleur, non? De sorte qu'ils se sentent souvent hors de contrôle et qu'ils ne savent pas quoi faire pour aider leur enfant. Donc, c'est quelque chose de très naturel, hein, c'est ces croyances catastrophiques, mais elles n'aident pas. Elles ne nous aident pas, nous, en tant que parents, puisqu'on aussi à toute ces pensées catastrophiques et très dramatiques, en fait. Et il n'est pas non plus les enfants. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça et faire un travail, non? Aider les parents à travailler sur ces croyances-là. C'est pas évident, hein, parce que la douleur, c'est vraiment une expérience acquise. C'est quelque chose qu'on apprend. Et c'est pas quelque chose qui est inné. On a tout un apprentissage au cours de la vie qui va nous influencer sur notre façon de gérer nos douleurs. Et les parents ont un rôle hyper important dans le fait d'enseigner aux enfants comment gérer leurs douleurs. Et en même temps, on a ce côté très naturel de vouloir protéger son enfant, d'être là pour lui, d'en prendre soin. Et on s'inquiète facilement pour son enfant. Donc il y a vraiment toute une éducation à faire chez les parents pour induire des comportements et des croyances qui soient bénéfiques pour les enfants. Bénéfiques, oui, et adaptés, tout à fait. Et on a beaucoup les comportements de demander « Est-ce que tu as mal? 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 Est-ce que tu as mal ?» Et ça, c'est pas un comportement qu'il faut encourager. Tout le contraire, on n'a pas à demander. Voilà. Et c'est vraiment aussi prouvé que plus on demande, plus l'enfant il va se focaliser sur la douleur et plus il va avoir mal. Si on demande 15 fois par jour, on a mal, on a demandé à l'enfant 15 fois par jour qu'il regarde sur lui, enfin qu'il regarde sur lui et qu'il se trouve s'il a une douleur ou pas. Alors que peut-être il était en train de faire une autre chose et qu'il était complètement distrait et qu'il ne pensait pas à la douleur. Le fait de l'arrêter sur ce qu'il faisait, lui demander ce qui t'a mal, déjà on les focalise sur la douleur. Donc il faut vraiment éviter, même si c'est naturel et voilà, ce qui nous, on est voilà, vraiment poussé à demander. Moi la première au début c'était tout le temps t'as mal, t'as mal, t'as mal, t'as mal. Après j'ai appris à lâcher prise et dire bon, tant qu'elle ne me dit pas, tant qu'elle ne se plaint pas, je ne demande pas. C'est vraiment un travail à faire, mais il faut le faire. Voilà. C'est vrai que défocaliser de la douleur est une façon très puissante de gérer positivement les douleurs. Et les enfants sont particulièrement sensibles à ça. Ils sont capables d'être absorbés par une tâche qu'ils apprécient, par exemple jouer à touche-touche avec leurs copains. Et le fait d'être concentrés sur cette tâche, ils vont complètement oublier tout le reste. Ils vont oublier l'heure, ils vont oublier leur douleur, ils vont oublier leurs parents. Ils vont tout oublier parce qu'ils sont tellement focalisés là-dessus. Et donc les enfants, c'est impressionnant à quel point ils sont sensibles à cette question de focalisation ou à l'inverse de défocalisation des douleurs. Défocalisation, c'est vraiment le pouvoir de la distraction, non? Et comment on peut travailler avec ça. Et moi, j'ai travaillé beaucoup avec ça, avec la distraction. J'ai fait avec ma fille quand elle avait, ou quand ça lui arrive d'avoir des grosses douleurs, de vraiment
défocaliser, comme tu dis, de se distraire, de se mettre à faire des choses qui pour elle sont plaisantes en fait et qui lui permettent de boum. C'est pas évident tout au début, mais bon, on travaille avec des techniques aussi de respiration et de relaxation pour pouvoir la conduire vers voilà, d'autres activités, et se distraire avec d'autres activités. Mais ça a marché et ça marche à chaque fois. On a une crise de douleur, c'est typique, on va prendre un iPad, on va se mettre à jouer un jeu ou on va se mettre à jouer avec des copines. On invite une copine à la maison et voilà, elles se mettent à jouer ensemble. Le fait de jouer à autre chose va faire qu'elle se distrait et qu'elle voilà, ne va pas penser à sa douleur. Donc, c'est vraiment le pouvoir de la distraction et de l'attention, de changer les focus de l'attention est essentiel. Tout à fait. Oui, oui. Pour donner un exemple, moi, ça me fait penser à ma belle-mère qui a donc des petits-enfants et elle avait un trampoline dans son jardin. Et c'était le grand jeu pour les petits-enfants d'aller jouer sur ce trampoline. Et bon, ils sont 4 et il y en a un qui est plus jeune. Et donc souvent, ce plus jeune se faisait mal sur le trampoline parce qu'il se cognait contre les autres, etc., et qui jouait un peu plus brutalement sur le trampoline. Et j'ai été impressionné la première fois que j'ai vu ma belle-mère qui s'occuper de ce petit qui s'était blessé. Donc il faut savoir qu'elle est dentiste et elle utilise l'hypnose dans sa pratique de dentisterie. Et ce qu'elle fait quand un de ses petits-enfants se blesse, c'est qu'elle va le prendre et elle va complètement le distraire en l'hypnotisant sur la petite abeille qui est en train de voler dans le jardin et qui est en train de butiner la petite fleur. Oh, regarde, tu vois la petite fleur sur la petite fleur, il y a une abeille et l'abeille est en train de butiner. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec cette petite abeille où est-ce qu'elle va aller, etc., etc. Et le fait de l'amener dans une histoire, ça le distrait totalement des ressentis de son corps. Et du coup, j'ai été impressionné la première fois que j'ai vu ça parce que ce petit a arrêté de pleurer en l'espace de 30 secondes, top chrono. Ouais. C'est allé hyper vite parce qu'il ne ressentait plus la douleur. Et donc, c'est une façon très, très puissante de défocaliser de la douleur. Ouais. Je recommande tout à fait ce type d'exercice avec les petits. On voit souvent des parents, quand un petit tombe, toute petite chute, les parents l'enfant qui va se mettre à pleurer. On voit toujours la réaction des parents. Oui. Et des fois, les parents, ils vont crier, ils vont aussi s'affoler, ils vont aller courir, ils vont... Voilà. Et cette réaction des parents va amplifier la sensation de douleur de l'enfant et la réaction. Peut-être pas la douleur, mais en tout cas la réaction. Et certainement la douleur. Alors que si ton enfant tombe, tu vois qu'il ne s'est pas ouvert ni les genoux, ni les fronts, ni tout va bien et tout, et qu'on reste juste comme un observateur, c'est dire, bon, chérie, c'est bon, tu t'es fait mal, ok, d'accord. On banalise, on donne l'attention juste et suffisante. L'enfant, il va passer à une autre chose. Et quand il y a ces enfants-là qui vont partir dans des crises, dans des pleurs, ou c'est parce qu'ils se font mal, parce qu'ils sont tombés, ou parce qu'ils ont quand même des douleurs chroniques, d'algodystrophie, d'arthrite ou différentes douleurs. Voilà, moi j'ai travaillé beaucoup avec ces histoires. Donc, par exemple, l'enfant se met à pleurer, qu'on pense qu'on les perd dans cette détresse, dans cette crise, un peu de panique comme ça. On va commencer à lui dire, bon, alors on va se centrer sur les petites histoires des 3 petits cochons, ou une histoire, par exemple, qu'il connaît, ou une histoire qu'on invente avec eux. Donc, voilà, c'est un peu comme l'histoire de la petite abeille. Donc, alors, moi, je m'imagine, il y a un petit chien, et les petits chiens, comment ils s'appellent les petits chiens? Et l'enfant qui est là, plouf! Ok, les petits champloufs. Alors, les petits champloufs, quel âge il a, les petits champloufs? 300. Ok, alors, les petits champloufs qui a 300, il se retrouve avec un petit lapin. Et les petits lapins, il est quelle couleur, les petits lapins? Blanc. Ok, alors, les petits chats qui se retrouvent. Voilà, et on crée une histoire avec eux. Et eux, c'est ceux qui donnent les informations. À un moment donné, ils se mettent dans l'histoire et ils commencent à partir dans l'histoire et défocalisent complètement la douleur.
Donc, c'est vrai qu'on a cette tendance naturelle à stresser et à catastrophiser. Mais voilà, les plus adaptés, c'est de changer complètement le focus de l'attention sur Ouais. d'autres choses. Et quand je disais que parce que là, on parlait de défocalisation, mais sur cette question d'hyperprotection, je disais tout à l'heure que la douleur, c'est une expérience qui s'acquiert, c'est quelque chose qu'on apprend au cours de la vie. Et c'est intéressant de voir comment les enfants, quand ils tombent, ils se blessent, ils s'arrêtent et généralement, ils regardent leurs parents. Et en fonction de la réaction des Toujours, parents, ils vont avoir tout à fait. soit des pleurs, soit rien du tout. Et il y a un des chercheurs dans le domaine de la douleur, Lorimer Moseley, qui partageait ça dans une de ses conférences. Il disait, bon, je suis neuroscientifique, chercheur en neurosciences de la douleur, et donc ça amène un peu des distorsions au niveau familial. Et un jour, je suis rentré à la maison et j'ai vu mon petit qui s'était cogné très violemment contre le coin de la table basse du salon. Ouais. Et j'aurais pu complètement paniquer parce que je voyais que son crâne était ouvert, qu'il saignait, etc. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est simplement de le regarder comme ça, sans réaction. Et le fait de regarder son enfant de cette manière, l'enfant n'a même pas pleuré. Il a simplement regardé son père avec des grosses billes bien ouvertes et il ne s'est rien passé. En fait, l'enfant était rassuré parce que la réaction de Ouais. son père était... Ouais. son père lui a indiqué, en fait, c'est bon, c'est OK, tout s'est bien passé. Donc voilà, C'est bon, ouais. ça Et m'évoque ça certainement, il sur était surpris de l'hyperprotection. ne pas voir la réaction. Ouais. Certainement, le petit, il était surpris de voir que son père ne réagissait pas comme il attendait, en fait. Exactement. Donc, c'était l'effet surprise aussi. Cette Exact. réaction-là, tellement inattendue, ça a fait un espèce de coupure Ouais. de sa douleur ou de sa... Parce qu'il ne Mm. s'attendait pas du tout à ça. Du coup, on change à une autre chose. Ouais, tout à fait. Tout Tout à à fait. fait. Oui, oui. Donc, pour revenir à la présentation, Ouais. donc voilà, en résumant, les études suggèrent qu'il est important de cibler les pensées catastrophistes parentales, la détresse parentale et les comportements parentaux concernant la douleur de l'enfant. Donc, ce qui débouche comme je disais, à incorporer les parents au sein des traitements pour la gestion de la douleur. Pour moi, c'est essentiel. Et surtout quand on a avec des enfants, il faut intégrer toujours les parents dans les traitements. Donc voilà, ainsi les parents qui présentent ce type de niveaux élevés de pensées catastrophiques peuvent avoir besoin d'une aide supplémentaire, sont bénéficiés pour faire vraiment face efficacement à la douleur de leur enfant. Donc, celle devrait commencer le plus tôt possible dans les processus de traitement. Vraiment, dès qu'on reçoit l'enfant avec un problème de douleur persistante, on devrait déjà commencer à travailler avec les parents. Donc, SCC peuvent se faire à travers l'éducation, qui puisse aider aussi à dissiper les fausses idées, aider à comprendre aussi ce que c'est la douleur et ce qui se passe voilà, pour leur enfant, ce que l'enfant vit. Et aussi à travers d'approches de traitement parental inclusive. On introduit les parents dans les traitements et on travaille avec eux. On évalue un peu, enfin, on voit un peu comment ils font, comment ils s'agissent face à la douleur des enfants et des différentes situations qui apparaissent dans la vie de tous les jours. Et on essaie de voir ce qui est adaptatif, ce qui est moins adaptatif, et on leur apprend aussi à des nouvelles conduites, en fait, plus adaptées, non, pour aider les enfants. Donc, en conclusion, la douleur chronique pédiatrique est très courante et persiste à l'âge adulte. Elle modifie les comportements qui peuvent entraîner des incapacités. Et la résilience est essentielle et peut être ciblée dans les traitements comportementaux. Une approche basée sur l'exposition peut améliorer la résilience et les interventions comportementales parentales sont essentielles au fonctionnement familial. Voilà pour ce que j'ai des enfants. Et est-ce que tu as peut-être une expérience personnelle à partager avec ta fille, au-delà de ce que tu as déjà partagé concernant
quelles sont les prises de conscience, c'est là où je veux en venir, quelles sont les prises de conscience que tu as eues en tant que parent aidant qui avait une fille avec un SDRC? Alors, c'est un peu compliqué à répondre parce qu'en fait, comme je suis aussi psychologue et j'ai un peu cette déformation. Moi, ce qui nous est arrivé, c'est que bon, la douleur est arrivée comme ça a chamboulé notre vie de façon très radicale du jour au lendemain. Et donc, j'étais maman, mais j'étais aussi, donc j'étais avant tout maman. Et assez vite, en fait, du processus, j'ai compris ce qui s'est passé. Et assez vite, j'ai compris que la douleur, tout ce que j'ai dit tout au début, il y a la douleur, mais il y a toutes les autres choses qui rentrent en jeu, et toute la détresse, et l'anxiété, et les sentiments dépressifs, et les absences scolaires, et la peur de la douleur, et les crises de panique, et les phobies. Donc, il y a plein de choses qui commencent à se rajouter à la douleur. Et donc, moi, j'étais vraiment submergée par tout ça. Mais comme je suis psychologue, et c'est un peu par des formations professionnelles, j'ai commencé à associer tout ça. Non, et vite fait, j'ai compris un peu ces cercles vicieux de la douleur, la peur, l'anticipation de la douleur, la peur. Enfin, comment ces moments de douleur tellement affreux, tellement excruciants. Excruciant, on dit? Non, on ne dit pas excruciant en français. On dit excruciant Non, en c'est français? pas en français. Non, non. Bon, affreuse. Ouais, des douleurs terribles. J'ai employé un terme. Ouais, comment ces douleurs terribles avaient provoqué aussi même du stress post-traumatique chez ma fille. Donc, il y avait énormément de choses qui s'étaient produites et en très peu de temps, en fait. J'ai compris tout ça en peu de temps. Donc, évidemment, ma première réaction était vraiment ces comportements protecteurs dont j'ai parlé, de lui demander, d'essayer qu'elle ne bouge pas trop, qu'elle ne se fasse pas mal. S'il n'avait pas envie d'aller à l'école, elle n'allait pas à l'école. S'il n'avait pas envie de jouer au basketball, évidemment, elle pouvait pas, elle n'y allait pas. Enfin, plein de comportements comme ça protecteurs. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que tous ces comportements protecteurs, même si c'était naturel, ça venait de moi et c'était vraiment une espèce d'instinct comme ça, ça ne l'aidait pas. Et donc, je l'ai compris. Et parce que je commençais à comprendre comment ça fonctionnait la douleur chez ma fille. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Il faut que je fasse quelque chose qui l'aide à aller mieux et que j'utilise des comportements adaptés, en fait, adaptatifs pour elle. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé vite fait à travailler avec la distraction, avec voilà, on l'a menée à l'école pour les temps qu'elle pouvait, à la place de dire bon, tu ne vas pas à l'école par peur de si tu y vas à 9h, tu vas revenir à 10h, parce que c'est comme ça depuis quelques mois. Donc, du coup, tu restes à la maison parce que la pauvre, on l'expose, mais après, elle a commencé à avoir une crise à l'école, c'est pas très sympa parce qu'il faut aller chez l'infirmière. On habitait aux États-Unis avant, elle était très bien prise en charge à l'école, c'était vraiment génial. Mais bon, c'était quand même toute une histoire et elle commençait aussi à prendre un peu phobie d'aller à l'école parce qu'à chaque fois, c'était la même chose. Il fallait qu'elle dise à la prof, elle a mal, maintenant je vais chez l'infirmière me rappelle, bon bref. Mais on lui a dit, c'est comme ça qu'il faut le faire. Enfin, si tu peux, on les fait. Donc, un jour, tu vas rester 1 heure, mais peut-être le lendemain, tu penses que tu vas rester 1 heure, mais tu vas pouvoir rester 2 heures. Et peut-être un autre jour, et c'est pas grave, je te ramène s'il faut. Et les lendemains, peut-être tu vas rester 2 heures et demie. Donc voilà, on a commencé à travailler sur ce qu'elle pouvait faire à la place de ce qu'elle ne pouvait plus faire ou ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Et après, voilà, on a commencé à mettre en place ces stratégies, des outils. Vite fait, je me suis dit que l'alimentation était fondamentale. Déjà, on mangeait très, très bien, mais alors là, on a commencé à enlever des choses que j'ai compris pouvaient être inflammatoires. Donc, on a passé vraiment un régime anti-inflammatoire. Et moi, je l'ai fait avec elle en solidarité, en fait, pour vraiment être avec elle, l'accompagner. Et puis, il y a toute la famille qui est passée après, en solidarité aussi. Et puis, tout par rapport, quand on parlait du sommeil, pour moi, j'ai vu vite fait que voilà, les sommeils étaient très perturbés, qu'elle dormait très peu, qu'elle était très fatiguée quand elle se réveillait. Donc, on a commencé vraiment à mettre en place ces stratégies pour qu'elle commence à récupérer
le sommeil, enfin, et qu'elle dorme bien, en fait, qu'elle puisse se reposer. On a commencé à travailler avec la gestion du stress, avec ses peurs qu'elle avait, ses anticipations. Je me suis formée à l'EFT pour travailler aussi c'est la libération, voilà, de ces émotions. Donc, vite fait, je commençais un peu à faire ce qui allait être à la fin mon programme d'accompagnement. C'était un peu les bases de tout ça. C'était un peu ma cobaye, en fait. Ma fille était ma cobaye que j'ai voilà, utilisée pour... Voilà. Que Après, tu as chaque personne est différente. chouchouté et que tu as Ouais, réussi et que à j'ai... vraiment l'accompagner de A à Z. C'est impressionnant hein, le travail que tu as fait avec elle. Et que j'ai voilà, j'ai déjà parlé de plein de choses qu'on a essayé. J'ai essayé de faire énormément de choses pour, enfin, pas moi, je l'ai amené non, à des endroits pour voilà, essayer de voir si ça l'a soulagé. Donc, on a essayé énormément de thérapies complémentaires. Enfin, elle a essayé. Donc, oui, je ne me suis pas arrêtée. Donc, c'est cette espèce de recherche super active et que je pense que tous les parents font hein, d'une façon ou d'une autre. Moi, c'était plus côté thérapie complémentaire. De suite, j'ai vu que les traitements qu'on nous proposait étaient très durs pour un enfant de 8 ans, très, très, très dur. Et je ne voulais pas, en fait, que ma fille, parce que par rapport à ce que j'ai lycée, c'est ça, en fait, on te donne un traitement, je ne les prends pas. Moi, on me prescrit un traitement, je lis ce que c'est ces traitements. Je lis ces effets secondaires. Je lis si c'est vraiment... c'est un bénéfice, hein. Enfin, c'est vraiment à court terme, mais à long terme aussi, il va avoir un bénéfice. C'est pas juste qu'on enlève la douleur de suite, mais qu'au bout des 3 heures, on est encore... Voilà, donc il y a toute une recherche à faire. Moi, j'ai fait cette recherche et nous, on s'est orienté vers d'autres traitements qui ont bien marché avec elle. Moi, je dis toujours, on a eu la chance voilà, on a trouvé les bons traitements assez rapidement et qui ont très, très, très bien marché pour elle. Je me dis des fois que si on avait pris les autres traitements, je suis sûre qu'on n'aurait pas eu les mêmes résultats et que ma fille aurait eu d'autres complications peut-être au niveau de la santé. Donc, bon, pour nous, notre choix a été celui-là. Après, chacun est libre de faire son choix. Et voilà. Et donc, petit à petit, tout s'est amorcé et c'est devenu un espèce de traitement assez global et assez complet qu'elle a comme une hygiène de vie, en fait. Parce qu'elle a une alimentation nickel, parce qu'elle a une hygiène de vie, enfin des sommeils, une routine incroyable, parce qu'elle fait de l'activité physique, c'est très important pour elle, parce qu'elle a une gestion de l'estress incroyable. C'est un des faiblesses, vraiment le stress. Donc, vraiment des déclencheurs, des facteurs déclencheurs, ça peut être le stress. Donc, dès qu'elle se sent stressée, elle m'en parle et elle met en place ces stratégies qu'elle connaît maintenant. Voilà, tout ce qui est aussi au niveau des croyances ou voilà, c'est pensées très limitantes et très désadaptées. Aussi, on a travaillé avec ça. Donc, et évidemment, moi, je donne aussi de l'importance à l'entourage. Donc, évidemment, moi, je me suis beaucoup formée. D'ailleurs, j'ai fait mon métier et je fais ça maintenant. Mais voilà, on a éduqué les autres enfants. J'ai éduqué mon mari qui était plus en déni et qui était un peu plus... Il m'a un peu laissé faire, en fait. J'étais tellement à 100% que lui, voilà, il a un peu, s'est mis un peu de côté, mais il écoutait, il était là, il comprenait, il était réceptif à tout ce que moi je proposais. Donc voilà, c'est tout un traitement pour moi très complet et très et global. Et dès là, il y a voilà, mon projet de livre qui est sorti aussi, parce qu'à force d'être voilà, confronté à la douleur pédiatrique et avoir des enfants que j'accompagnais et tout, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de littérature qui parle non, de ces douleurs et qui aide les enfants à comprendre mieux ce qui se passe et ce qu'ils vivent. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas faire moi une histoire qui raconte un peu l'histoire de ma fille, enfin, un peu non, complètement l'histoire de ma fille, et qui a eu un final heureux et pourquoi pas voilà, écrire ça et donner de l'espoir à d'autres parents, à d'autres enfants, et pour voilà, qui souffrent des douleurs. Et voilà, donc tout a été un parcours intense et qui continue aujourd'hui à donner ses fruits.
Ouais, bah, encore une fois, bravo à toi hein, pour tout ce que tu as mis en place et c'est chouette que tout ça, ça t'ait permis de constituer un accompagnement, de constituer un livre qui permet d'aider d'autres personnes, d'aider à plus grande échelle. Donc, bravo pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.